s'aborder tout processus? C'est la grosse question du micro. Oui, je suis moi personnellement tout à fait d'accord là-dessus. L'AKP, Erdogan, l'AKP c'est le parti d'Erdogan. C'est le parti qui est au pouvoir en Turquie depuis 23 ans, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plus de 20 ans, en tout cas c'est sûr. Et évidemment qui sont perte de force aussi. L'électorat qui avait pendant ces deux décennies soutenu l'AKP commence à se poser des questions, vu l'état économique dans le pays, vu la dégringolade en quelque sorte de la lire turque, vu le pouvoir d'achat qui a quand même diminué. Et donc beaucoup de questions de cette façon-là, non pas politiques, mais vraiment qui sont totalement liées à la vie quotidienne en fait des gens, font qu'il y a eu un recul dans le soutien à l'égard de l'AKP. Et là, je parle vraiment de son propre électorat qui a fait que l'AKP a pu venir et rester au pouvoir jusqu'ici. Ça, c'est déjà quelque chose d'essentiel. De deux, on se dirige, je pense, dans la date des élections, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est en 2028, soit 29 en Turquie, la date des élections. Et ce que je veux dire, c'est que il y a une possibilité d'avoir des élections anticipées en Turquie. Il y a une possibilité qu'il y ait des élections anticipées en Turquie, parce qu'il y a une grosse crise quand même politique. Une grosse crise politique. On voit que l'AKP, par exemple, s'en prend au CHP. Je pense que vous avez dû voir que le maire d'Istanbul, quand même, a été déchu de ses fonctions pour corruption et pour lien avec le PKK, alors que l'État turc mène un certain processus de pourparlers avec le PKK. Donc lui, il se le permet de pouvoir avoir des liens avec le PKK, mais d'autre part, il prétend, personnellement, je pense que Imamoglu, le maire d'Istanbul, qui a été emprisonné, j'ai dit qu'il a été déchu, oui, il est déchu, mais il est également emprisonné. Je pense que Imamoglu n'a aucun lien avec le PKK. Il y a encore, même s'il en a, ses liens sont beaucoup moins que ceux de l'État turc, avec le PKK en tout cas. Et de deux, ce que je veux dire, c'est que l'AKP s'en prend un peu à toute forme d'alternative qui pourrait émerger face à lui. Et aujourd'hui, le principal danger pour Erdogan, c'était Imamoglu, parce que il était vu comme étant le principal alternative à Erdogan dans le futur échéance électorale. Et de ce fait, il l'a perçu comme un risque et il a essayé de l'écarter. Tout comme il l'avait fait avec Selahattin Demirtas, qui est emprisonné depuis plus de 10 ans. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que, oui, l'AKP a toujours été de cette façon, a toujours agi de cette façon-là, de pouvoir profiter des moments afin de les mettre à disposition dans le cadre de ses intérêts, évidemment, mais de s'en servir aussi comme une base solide pour les élections, pour rebondir sur les élections. Il est tout à fait possible, et c'est ce qu'on observe aussi, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, que l'AKP puisse essayer d'étaler ce processus dans le temps. C'est la raison pour laquelle depuis, ça fait maintenant plus d'1 an, 14 mois que le processus a été lancé. Et depuis ces 14 derniers mois, donc, l'État turc n'a pas fait un pas concret bien visible de la part de tout le monde. Et donc, ils veulent vraiment jouer sur le temps, l'étaler sur le temps, faire en sorte qu'ils puissent avoir un atout entre leurs mains et de dire, le moment venu, une fois qu'il y aura des élections aux Kurdes, de dire aux Kurdes que vous voyez, je suis la personne qui veut résoudre le processus de paix. Donc, votez pour moi, continuez ou bien à voter pour moi, pour certains Kurdes qui votent pour l'AKP quand même. Il y a des Kurdes aussi qui votent pour l'AKP en fin de compte. Mais pour les autres Kurdes qui ne votent pas pour l'AKP, donc de les contraindre à voter pour lui, à travers un certain chantage, on va dire, à peine dissimulé, à leur dire votez pour moi et moi je fais poursuivre le processus de paix. Donc c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu ce qu'ils ont envie de faire. Évidemment qu'on est bien conscient de cette
de cette magouille en quelque sorte que l'AKP veut mettre en place dans le cadre de ce processus. Mais j'en suis convaincu que l'AKP va se faire rattraper par la géopolitique régionale. Et donc, ils ne vont pas avoir le choix de pouvoir trop jouer là-dessus. Il n'y aura pas d'élection anticipée, tout comme il n'y aura pas d'élection anticipée. Je pense que la Turquie va devoir, et c'est la raison pour laquelle de toute façon ils ont été ainsi contraints, comme je donnais l'exemple des réunions qui ont eu lieu en avril, donc là, en ce moment-là, et donc l'agenda qui a été fixé dans cette optique-là, et les textes de loi qui doivent être votés, la décision en fait de vote qui a été prise aussi dans le cadre de ces réunions, concernant les textes de loi qui vont être votés au début du mois de mai. Et donc tout ça, c'est la réalité de la géopolitique régionale qui a attrapé l'AKP et qui les a contraints aussi à ce qu'ils fassent en fait ces étapes-là, à ce qu'ils fassent ces pas en question. Donc oui, il y a ce risque, c'est vraiment une vraie réalité, il y a vraiment ce risque, mais au final, personnellement en tout cas, je suis plutôt confiant en raison de la géopolitique régionale. Voilà. Est-ce que tu peux faire un point, parce que tout à l'heure sur l'Iran, est-ce que tu penses qu'il est possible que le pouvoir iranien, qui est confronté à la guerre, qui est confronté à plein de choses, qui a été confronté à un mouvement important, accorde des droits pour alléger la pression sur lui et donne plus de droits aux minorités, par exemple? Ou est-ce que de toute façon, ça ira au conflit frontal et voilà. Quels sont les scénarios possibles à ton avis là-dessus? Moi, ce que je pense de la question iranienne, c'est qu'à la fin de la fin, ce régime va s'effondrer. C'est ce que je souhaite évidemment. À la fin de la fin, ce régime va s'effondrer, mais évidemment qu'il y aura des souffrances. Je ne pense pas que ça va être aussi facile que ça. Parfois, quand on observe un peu la presse internationale, la presse américaine ou israélienne, on a l'impression de penser que voilà, c'est fini. En fait. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. On a un régime qui est en place. Peut-être que Khamenei a été tué. On dit que le fils de Khamenei était, lors de cette attaque en question où son père a été tué, a été défiguré, a été blessé très gravement. Et je pense que ça doit être vrai. Personnellement, je pense que ça doit être vrai. Parce que depuis qu'il a été désigné comme étant le guide suprême, le nouveau guide suprême, à aucun moment il a fait une apparition publique, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Hein. Et de ce fait, je pense que en Iran, de toute manière, le pouvoir aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt, je dirais, les gardiens de la révolution qui détiennent le pouvoir. Et ainsi, ils sont pas l'État dans l'État. Ah oui, c'est une forme Ils étaient un État dans l'État, mais maintenant ils sont l'État. Ils sont l'État. Maintenant c'est fini. Exactement. C'est eux qui dirigent le pays. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se disent au nom de Mojtaba Khamenei, le fils de Khamenei, mais qui sont en fait annoncées par les pastarans au nom de Mojtaba Khamenei. Mais maintenant, c'est les gardiens de révolution qui tiennent le pays. C'est fini maintenant. Ils ont le pouvoir absolu maintenant. Et donc, aujourd'hui, par exemple, il y a quelques jours de cela, le ministre des Affaires étrangères iranien avait fait une déclaration. Les gardiens de la révolution ont contredit immédiatement, ils ont retiré la déclaration du ministre. Donc, il y a plusieurs exemples de cette façon-là, en fait. Voilà, il y a plusieurs exemples de cette façon-là. Donc des déclarations qui sont rédigées, je dirais, au nom du fils du guide suprême, du nouveau guide suprême, mais on ne sait pas si c'est lui ou bien si c'est d'autres personnes. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui montrent qu'aujourd'hui, les gardiens de la révolution ont pris plein possession du pouvoir étatique en Iran. En ce qui concerne la question des pressions sur les différentes minorités en Iran, je pense qu'un régime comme celui des mollahs en Iran, dans une telle situation, elle ne sera pas en fait en mesure de pouvoir alléger la pression, la répression. Je pense qu'elle va davantage accentuer la répression. Parce que c'est le caractère en fait de toutes les dictatures, c'est comme ça. Il n'y a aucune dictature qui a fait le contraire jusque-là, je pense. Hein. Je ne sais pas, on ne peut pas dire de bêtises, mais je pense qu'aucune dictature qui a fait le contraire en disant on va alléger pour pouvoir exister ou bien pour pouvoir essayer de
de survivre encore un peu plus. Je pense que la vraie, et pas que sur les minorités d'ailleurs, pas que sur les minorités, je pense que la vraie période difficile que les peuples en Iran vont subir, ça va être à partir de ce moment-là. Parce qu'on est rentré dans une phase de crise absolue et décisive pour l'existence même de l'État iranien, du régime plutôt, je dirais, iranien. Et de ce fait, ça va être vraiment la période la plus difficile pour les populations civiles. Et c'est là où il faut, je dirais, être plus attentif en fait. Être plus attentif parce qu'on sait que de toute façon, il y a un blocage total sur l'information et ainsi en Iran de toute manière. On n'arrive pas à bien comprendre tout ce qui se passe sur le terrain. Il manque des images, parce que les images dans une guerre, c'est quelque chose d'essentiel, d'existentiel même. Et donc, de ce fait, on ne voit pas en fait toute cette souffrance qu'endurent ces populations civiles, tout à quoi ils ont été confrontés. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il va falloir vraiment être très attentif à partir particulièrement de cette période-là et être aux côtés en fait de ces populations civiles en Iran pour essayer vraiment de trouver une solution en fait. Le moment venu, j'espère évidemment que les populations civiles ne seront pas impactées, mais malheureusement c'est ce que je redoute. Malheureusement c'est ce que je redoute. Et là je ne parle pas d'une telle ou telle minorité ou telle population. Je parle vraiment dans sa globalité des opposants contre ce régime d'une manière globale, quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gardiens de révolution, qui sont maintenant l'État en Iran, détiennent 70% de l'économie d'Iran. C'est 70% de l'économie d'un pays qui est le troisième pays en termes de pétrole, deuxième pays en termes mondial, en termes de gaz, beaucoup de minerais, lithium, énormément de richesses. C'est-à-dire, ils ont les gardiens de révolution, ils ont ils ont un trésor entre les mains et ils vont pas lâcher. Et là, on sort en fait d'une révolution, d'une révolte énorme en Iran, d'un massacre énorme en Iran. Et que le dernier, avant, on a eu le mouvement Femmes et Liberté qui a commencé par les revendications des femmes et toutes les revendications pour la liberté et tout. La dernière révolte, c'était pour la vie chère, contre la vie chère. Et là, la vie chère, maintenant, il faut aller voir. Les prix ont augmenté 4 fois, 5 fois. Les premières nécessités, l'inflation sur les produits alimentaires a atteint 200%. Et ça va accentuer parce qu'au fur et à mesure, les manques vont être de plus en plus importants. Les deux industries mères en Iran, pétrochimie et métallurgie, ont été frappées. À 70%, les deux industries sont détruites. Des dizaines de milliers d'emplois dans ces industries-là sont foutus en l'air. Et moi, le chiffre que j'avais, 3000 entreprises qui travaillent avec ces industries, en sous-traitance ou en dépendance de produits et tout ça, 3000 entreprises sont paralysées. Il y a des milliers d'emplois qui sont des millions même d'emplois qui sont en danger, quoi. Les gens peuvent, pour l'instant c'est la guerre, mais les gens peuvent être au chômage. Et il faut aussi savoir, dans les villes, par exemple, de pétrochimie, d'industrie pétrochimie, toute une ville est construite sur cette industrie. C'est-à-dire, quand l'industrie est finie, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, les gens ne peuvent plus acheter, et les commerces ne peuvent plus travailler, rien. C'est-à-dire, la ville est en état de morte, quoi. Et en fait, les hôpitaux sont frappés, le niveau d'hygiène diminue de plus en plus, les industries pharmaceutiques sont frappées, donc les médicaments, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire le peuple iranien
se trouve devant un état de catastrophe. Catastrophe. C'est-à-dire ce qui se passe, si avant ils ont révolté contre la vie chère, là l'État est dans un état qui craint la suite. Pour l'instant, il fait son fief, évidemment, il s'en sort bien aussi face aux États-Unis, Israël et tout ça. Tout le monde est étonné comment ils peuvent résister, tout ça. On peut pas le mettre, on peut pas nier, mais ça montre aussi que tout l'argent d'Iran est parti dans ces armements. Le salaire minimum en Iran, c'est 100 € par mois. Les prix sont les prix d'ici. Et que ça augmente. En plus, avec la guerre, ça va augmenter. C'est-à-dire, les gens, ils sont devant un désastre absolu. Mais quoi qu'il arrive, ça va éclater. Quoi qu'il arrive. Parce qu'au moment où on n'a plus rien, même s'il y a eu des massacres, même s'il y a eu ci, même s'il y a eu ça, les gens vont mettre du temps peut-être un petit peu pour oublier, mais à un moment donné, on ne peut plus vivre. Simplement, c'est absolument pas possible de vivre, quoi. Et l'État va faire quoi? Même si le processus de comment dire, de réconciliation, j'ai oublié le mot, de paix réussit, quand l'État va revenir dans son pays pour voir ce qu'il fait, la première chose qu'il va faire, c'est de reconstruire ses réserves militaires. Oui. La première chose, c'est pour pouvoir faire face à d'autres attaques ou quoi que ce soit. Ça ne sera pas l'industrie telle ou l'industrie telle, pharmacie, machin, truc. Ça sera son industrie militaire. Ça sera ses réserves militaires qu'il va reconstruire. Avec l'argent. L'État Pastaran. Pastaran. Maintenant, l'État, c'est Pastaran. Ça, c'est évident. Terroriser la population et s'approprier toutes les ressources pour la guerre. Évidemment. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé, tout ça. Et renforcer les capacités militaires, c'est aussi pour pouvoir les retourner contre le peuple. Aussi, évidemment. Et la répression va continuer aussi parce qu'ils ont perdu beaucoup de gens. Il y a des enfants de 12 ans maintenant qu'ils utilisent dans les rues, ils leur donnent la calèche à la main pour... Et là, c'est vraiment... c'est une bête blessée, quoi. Il n'y aura aucune... déjà, vis-à-vis des Kurdes, il n'y a aucune illusion à avoir que l'État va baisser de vigilance par rapport aux Kurdes. Parce que les Kurdes, c'est la tranche de la population la plus progressiste en Iran, la plus avancée, la plus politisée en Iran. Et pour eux, en fait, à l'état même actuel des choses, il y a beaucoup d'opposants kurdes iraniens qui ont leur siège dans les villes Erbil et tout ça vers l'Irak, et qui, au prétexte de guerre, c'est eux qui sont bombardés aussi. Les sièges sont bombardés. Je veux dire, le gouvernement d'Iran, dès qu'il y a la possibilité, il va plutôt décimer les minorités, surtout les Kurdes, que leur faire des faveurs. Ça, c'est sûr et certain. Et on va être face à... Après, il y a beaucoup de choses qui vont entrer il faut prendre en compte, mais on ne sait pas pour l'instant, on ne sait pas dans quel état on va être. Tous les jours, ça change. Mais ce qui est le plus probable possible, c'est que la répression va être féroce. Est-ce que du coup, tu penses qu'il peut y avoir encore les forces pour redémarrer un processus de protestation en Iran? C'est inévitable, en fait. C'est inévitable parce que c'est impossible à vivre. C'est impossible à vivre. Mais dans quel délai? Dans quel délai? On ne peut pas le savoir. Dans quel processus? On ne peut pas le savoir. Là, par exemple, tu vois, là, il y a le fils de Shah qui a montré sa tête. Ça a fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Parce qu'au sein de la population iranienne, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, maintenant, ça fait une division, en fait.
au début, c'était plutôt au milieu de la diaspora que ça faisait vraiment beaucoup de problèmes et beaucoup de divisions. Mais il paraît que de plus en plus, même en Iran, ça y est. Et là, au moment, par exemple, de la dernière révolte, quand il a donné l'appel pour que les gens sortent, il a donné l'appel sans mesurer, en fait, quoi que ce soit. Il est assis sur son siège et il pense que le rôle d'un chef, c'est juste donner des appels. En fait, il n'a aucune activité politique, il a ni parti politique, groupe politique, rien du tout. Il a vécu toute sa vie tranquillement dans son coin en tapant sur les tam-tams. Et que là, maintenant, il pense que, maintenant, je donne des appels, les gens sortent. Bon, voilà, ça c'est fait. Il a donné, les gens sont sortis de façon plus massive. Et les gens, ils ont tout d'un coup, ont cru qu'ils ont un leader. Donc, tout d'un coup, les gens, ils se sont dit, tiens, on va écouter ce qu'il dit. Il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ses pensées et tout. Et là, il a été pour la guerre, pour l'Israël, pour l'Amérique. Et les gens en Iran aussi, il faut le dire, il faut l'avouer, en Iran, ils ont adhéré à cette idée de guerre contre ce régime. Peut-être que cette guerre va aller les libérer. Et au fur et à mesure, ils voient les dégâts que ça fait sur leur vie, parce qu'il y a des gens qui sont morts, il y a plus de 3000 personnes qui sont mortes. Après, 3000, c'est vraiment le minimum qu'on a, c'est-à-dire il y a énormément de morts qui ne sont pas pris en compte. Les dégâts qu'il y a, c'est inimaginable. Les maisons qui sont détruites, toutes les vitres qui sont cassées, c'est le minimum. Hein. Le minimum, c'est les vitres qui sont cassées. Donc, la vie des gens, le stress, le traumatisme, il y a des petits bouts de films qu'on reçoit comme quoi, au moins maintenant, on n'a plus la peur d'aller se cacher sous les tables. La vie est réduite à ça maintenant. Après, forcément, après la guerre, ils vont faire ouf, on n'a au moins pas la guerre, mais ils ne vont pas pouvoir vivre. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La question que je me pose en écoutant tout ça, c'est un peuple qui est soumis à une dictature. Bon, on est d'accord dans le principe, les dictatures finissent toujours par s'écrouler d'une façon ou d'une autre, l'histoire l'a montré. C'est une question de temps, mais des fois le temps dure longtemps. Là, c'est presque 50 ans de dictature. On dit en général que les dictatures, la dictature dure 50 ans. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on est au 47e. Quand il y a une dictature comme ça, si féroce, qui a tué, qui a mis toutes les oppositions, soit ils sont morts, soit ils sont emprisonnés, soit ils sont en attente d'être exécutés, je me dis, parce que bien sûr il y a eu cette guerre, chaque pays bien sûr a son agenda caché, chaque pays a ses raisons d'intervenir. Franchement, aucun pays n'est philanthrope, même la France quand elle propose son aide, même Macron quand il dit quelque chose, quand il parle au nom du peuple, mais bon voilà. Je voulais dire par là, un pays qui est à ce point-là aliéné, un peuple qui est à ce point-là muselé, etc., s'il n'y a pas une intervention extérieure, mais dans l'histoire, je n'ai pas vu d'exemple où un peuple pouvait se libérer tout seul. Parce que là, vous dites, il y aura une protestation, bien sûr, il y en aura une. Mais j'ai peur qu'il y ait un massacre de nouveau, un massacre. Il y aura. Parce que... Il y en aura. Ben voilà. Mais est-ce que l'intervention... Moi, personnellement, dans l'histoire, j'ai jamais vu un peuple se libérer tout seul, sans aide extérieure. Et en même temps, j'ai jamais vu une aide extérieure qui soit une aide de philanthrope. Voilà. C'était ma réflexion. En fait, moi, je vais Même juste... quand les États-Unis sont venus pour la guerre en France, la Deuxième Guerre mondiale, qui sont intervenus, c'était aussi pour servir leurs intérêts. En Deuxième Guerre mondiale, on dit beaucoup, enfin, on donne beaucoup cet exemple, mais en Deuxième Guerre mondiale, on était en guerre. Ouais. Quand les États-Unis sont venus pour aider, on était en guerre. Et ils sont venus pour aider. Tandis que quand Trump est venu pour frapper en Iran, il n'était pas sûr pour quelle raison il était là. Un jour, en fait, il était là pour faire, pour empêcher que le pétrole arrive à la Chine. La réalité, c'était pour lui, c'était ça. En aucun cas et à aucun moment, il a voulu libérer le peuple. Et quand l'objectif
n'est pas clair, l'objectif n'est pas pour le peuple, eh bien, forcément, ça ne va pas aider le peuple. Et là, c'est exactement la démonstration de ça. C'est-à-dire que si maintenant vous regardez toute la rhétorique de la guerre, maintenant à la télé, partout, par les gens qui parlent, en fait, le peuple iranien a carrément disparu de l'histoire. On parle des navals de je sais pas quoi, des frappes d'Israël, des destructions de ci, destructions de ça, des avions de ci, des avions. Mais en aucun cas, à aucun moment, on cite même le peuple iranien. Le peuple iranien est carrément disparu de l'équation. Si le but est le peuple iranien, ça doit être dans l'intérêt du peuple iranien. Sauf que quand on vient et on dit, je frappe vos installations électriques. Les installations électriques vont faire quoi? Les gens vont vivre comment? Les gens vont aller à l'hôpital comment? Les gens vont aller au travail comment? Les gens vont vivre tout simplement comment? Les gens ne vont pas avoir de frigo. Ils vont faire comment? Quand on dit, je frappe vos installations électriques, vous croyez quelque part que le peuple iranien est pris en compte? Non, mais j'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit non, mais je comprends ce que vous dites. Les États-Unis avaient aussi leurs intérêts, que ça n'existait pas. C'était pas aussi, ils avaient que leurs intérêts. Leurs intérêts, de même que Israël a aussi ses intérêts. Bien sûr. Et il a son projet, effectivement. Je suis bien d'accord. Le problème, c'est que, franchement, j'ai jamais vu dans l'histoire un peuple se libérer tout seul. Et d'accord, on était en guerre en France et tout. Enfin voilà, à un moment, moi je me suis dit, c'est peut-être tout le monde y a pensé. Rabattre les cartes autrement. Tout le monde y a pensé. Après, tout le monde. Je sais que les États-Unis, leur spécialité, c'est quand même de foutre le bordel, de jamais savoir finir une guerre, de laisser un pays dans un chaos. Voilà. Et les exemples où les pays justement étrangers sont venus pour aider un peuple. C'est le Liban, c'est l'Afghanistan, c'est l'Irak. Tout le temps, ça a été un désastre, comme ça va être en Iran. Donc la guerre, ça prouve à tous ceux qui ont cru, ça prouve que la guerre n'était pas la bonne solution. Mais vous parlez, mais la Palestine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et de toute façon, il y a l'ONU. Qu'est-ce que fait l'ONU au sujet de ces personnes-là? Il y en a 3. Poutine, Netanyahou et Trump. On leur fait quoi, ces gens-là? C'est eux qui tuent. C'est pas ces pays-là qui ont demandé à être tués. Parce que l'Iran, c'est vrai qu'ils étaient en dictature, mais l'Iran doit prendre son pays en main aussi, comme nous avons fait nous, comment ont fait les autres pays d'Europe. Et maintenant, vous voyez bien l'Espagne qui est contre Trump. Et bien, l'autre, il n'est pas content et puis il lui dit, vous allez voir ce qui va vous arriver. Alors, non, écoutez, il y en a marre. On a l'ONU, alors ils n'ont qu'à faire quelque chose. Je pense qu'on ne peut rien attendre de l'ONU. Par contre, il y avait une question. Non, vas-y. Moi, je disais que pour ce qui est de l'Iran, Trump très tôt a dit que lui, ce qu'il voulait, c'était négocier avec le pouvoir. Dès le début, c'est ce qu'il a dit. S'il y a un secteur du pouvoir qui dit, moi, je suis prêt à négocier. Bien sûr, dès le début. Voilà. Dès le début, il a dit ça, et toutes les frappes, c'est pour faire peur, en fait. Pour obliger le pouvoir. Pour obliger, pour qu'il négocie. Et en fait, les frappes, c'est contre le peuple, mais c'est pour plier le régime. C'est pour que... Il n'est pas impossible que le régime choisisse de négocier. Je pense que le régime, il est presque obligé de choisir de négocier parce que il est devant un désastre aussi, et le régime, il sait que à la fin de la guerre, il est face à un désastre dans tous les sens, en fait. Mais de la même manière, les passe d'Aran, sur ces affaires, vont choisir de négocier dans le sens de leur intérêt, pas dans le sens de l'intérêt du peuple. À nouveau, le peuple qui sera absent des négos. Ah oui, évidemment. Ça. Vous avez raison, monsieur. Tu avais une question? Oui, je voulais en fait revenir un peu sur l'histoire du Rojava. C'est vrai que moi au tout début, j'avais pas très compris cette lutte armée. Après, on m'avait expliqué, j'avais regardé des films, des conférences et tout pour
pour expliquer qu'en fait c'était pour défendre une zone libre qui était Rojava, qui fonctionnait en fait de façon très libre et très démocratique et très populaire. Et là maintenant je me pose la question, ce fonctionnement, cette région devient quoi? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en... Ouais. Évidemment que au début de cette année, il y a eu toute une situation de crise autour du Rojava. Et malheureusement, le modèle, en quelque sorte, qui avait été mis en place a pris un coup dur. Je ne dis pas évidemment qu'il a disparu complètement, mais il a pris un coup dur à travers évidemment le retournement de situation, encore une fois géopolitique. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a retiré son soutien auprès de certaines tribus arabes de la région, qui a fait que ces tribus ont retiré leur soutien qu'ils avaient jusque-là auprès des Kurdes. Ils se sont affiliés. Donc ces soutiens, c'est des soutiens financiers? Non, pas du tout. Je ne parle pas de soutien financier, je parle plutôt de soutien moral. D'accord. Et en fait, ils agissaient, certaines tribus, notamment, par exemple, je fais référence à une des plus grandes tribus de la région, la tribu qui s'appelle Shamar, par exemple, avait depuis le début, c'est-à-dire depuis le début de la lutte contre Daesh, avait pris position auprès des Kurdes. Oui. Donc ils ont agi ensemble, il y a tout un modèle de gouvernance qui a été mis en place dans toute la région du Rojava, mais au-delà de la région du Rojava, notamment à Raqqa, par exemple. Raqqa, ce n'est pas la région du Rojava, ce sont des régions arabes, essentiellement. Je parle de Deir ez-Zor, par exemple, encore une fois, ce sont des régions arabes et non kurdes. Et donc, de ce fait, il y a eu un modèle de vivre ensemble qui a été mis en place à ce moment-là. Et en début de cette année, même avant, le début de cette année, l'Arabie Saoudite, lors du déplacement de Donald Trump en Arabie Saoudite tout simplement, a fait en sorte, avec le Qatar, de faire accepter à Trump la venue d'Ahmed al-Shara, le Jolani, à la tête de la Syrie. Et c'est comme ça que les Américains ont commencé à accepter la théorie, l'hypothèse, que Shara pourrait devenir le président par intérim en Syrie. Et en fait, à partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont commencé à évoluer, à changer. Donc la Turquie est entrée en jeu, évidemment. Par la suite, il y a eu l'effondrement du régime du Baas. Donc Bachar el-Assad est parti, donc a fui avec sa famille, son entourage proche en Russie, s'est réfugié là-bas. Et au final, le HTS, donc en d'autres termes, Al-Qaïda, a pris possession du pouvoir en Syrie. Et donc, en début de cette année, par contre, ce qui s'est passé, c'est que, comme l'Arabie Saoudite avait commencé à soutenir le régime actuel de Syrie, a demandé également à ces tribus arabes de la région, qui sont essentiellement originaires de l'Arabie Saoudite, et qui ont fait qu'ils ont accepté tout simplement les exigences de l'Arabie Saoudite de retirer leur soutien auprès des Kurdes, mais d'aller complètement dans le sens du nouveau régime actuel. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu toute une période de crise, évidemment, pour les Kurdes. C'est que les Kurdes ont été, en d'autres termes aussi, peut-être trahis par leurs alliés de la région. Là, je ne parle pas d'État, je parle vraiment des tribus, etc., des différents composants dans la région. Et de ce fait, ils se sont repliés dans les régions kurdes. Donc les Kurdes se sont repliés dans les régions kurdes de la Syrie, c'est-à-dire dans le nord de la Syrie, parce que les tribus en question ont demandé aux Kurdes de quitter le territoire et qu'ils ne voulaient pas entrer en confrontation avec les Kurdes. Après, à l'issue de cette situation, il y a eu un retrait, il y a eu des affrontements dans certains secteurs, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une ou deux tribus, il y a plusieurs tribus quand même. Il y a plusieurs factions aussi, djihadistes, notamment en dehors de ces tribus,
qui sont venus dans la région pour en découdre avec les Kurdes et de ce fait mener la guerre contre les Kurdes. Donc cette phase de crise en début d'année, à la fin de la fin, après une mobilisation générale qui a eu lieu de la part des Kurdes des 4 partis, et pas que des Kurdes de Syrie ou bien de Turquie, ou voilà. Vraiment tous les Kurdes du monde entier se sont mobilisés, et pas que les Kurdes, donc les soutiens des Kurdes aussi à la fois. Ça a permis quand même, il faut le dire, de stopper cette avancée des forces gouvernementales, djihadistes et d'autres puissances contre les Kurdes aux frontières des régions kurdes. Cette fois-ci, il fallait évidemment mettre en place un certain modèle qui permettrait un certain cadre juridique qui permettrait de préserver les droits des Kurdes. Parce que jusque-là, qu'est-ce qu'il était? C'était en fait, si vous voulez, une forme d'autogouvernance qui avait été mise en place, qui s'appelait le Rojava. Par la suite, il a été appelé l'ANS, l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Et donc, de ce fait, il fallait conclure un nouvel accord avec le nouveau régime en question, par l'intermédiaire des puissances internationales, notamment de la France et des Américains. Donc le 29 janvier, un accord de paix, en quelque sorte, a été conclu entre l'ANS, donc les FDS en d'autres termes, pour que ce soit mieux compris, et le nouveau régime de Syrie, notamment le régime de Jolani, qui a permis de stopper en quelque sorte la guerre, la violence et les affrontements. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est plus concrètement? C'est que cet accord a permis aussi évidemment de garantir certaines choses quand même. Je pense que c'est important de comprendre cet aspect-là. C'est que évidemment, les choses ne sont pas comme on le souhaite totalement, il faut le reconnaître. Je pense qu'il n'y a pas de mal à dire certaines choses ouvertement, mais au final, on a réussi quand même à préserver les régions kurdes en question, du Rojava. On a réussi à mettre en place un certain accord avec le régime, tant sur l'aspect éducatif que sur l'aspect du contrôle du pouvoir, tant sur l'aspect de l'intégration des forces armées, donc la reconnaissance des FDS dans la région. Notamment, il a été décidé que, par exemple, des forces armées du régime n'allaient pas rentrer dans les zones kurdes, notamment qu'il allait y avoir une force de police qui allait être constituée par les Kurdes, encore une fois, dans leur région, et que ces forces allaient être évidemment rattachées au pouvoir central. Par exemple, les FDS vont rejoindre l'armée sous des formes de bataillons. Il y a 4 bataillons composés de 22 000 personnes, combattants, qui vont rejoindre l'armée syrienne, l'armée de l'État syrien, mais sous des formes de bataillons autonomes qui vont être dans les régions kurdes. Et de ce fait, il y a eu un accord qui a été conclu de cette façon-là. Par exemple, les forces de police vont être constituées dans les régions kurdes par des Kurdes. Les municipalités vont être gérées par les Kurdes. Mais toute la région de Rojava. Oui, la région du Rojava. Donc, il y a des accords dans ce sens-là qui ont eu lieu. Il va y avoir un partage de pouvoir, de la richesse, concernant le pétrole dans les régions kurdes. Donc, en dehors de ça, il va y avoir un contrôle en commun des frontières dans les régions kurdes avec le régime. Donc, il va y avoir des polices aux frontières, comme on connaît ici en France, par exemple, qui va être composée des Kurdes et des forces du régime. Donc, qui vont contrôler ensemble les frontières. Donc, ça va être une brigade spécifique qui va être mise en place. Dans chaque poste frontière, il y en a 4 ou 5, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises. Après, il y a la question du contrôle de l'aéroport. Ça va être encore une fois de la même manière. Ça va être contrôlé par cette brigade spécifique composée de forces kurdes et de forces du régime. Et il y a des garanties vraiment à ça Donc la France, la garantie aujourd'hui, il y a une garantie internationale. Alors, il y a une garantie internationale. Il y a une garantie internationale, c'est la France et les Américains. Aujourd'hui, à ce stade, les 2 pays qui se sont portés garants, c'est la France et les États-Unis. Le problème, c'est qu'en face de nous, nous avons des djihadistes.
C'est ça, Voilà. ils décident, Voilà. ça y est, En face de nous avons des djihadistes en fait. Nous n'avons pas des personnes normales. C'est ça le problème. Sinon, la France et les États-Unis, noir sur blanc, donc voilà, il y a des choses que peut-être que je ne peux pas trop dire dans ce sens-là, mais il y a des garanties officielles. Et c'est pas officieux, c'est officiel. Mais en fin de compte, on parle de djihadistes. Et c'est ça qui pose un problème aujourd'hui. Donc, qui peut garantir que les djihadistes, du jour au lendemain, ne vont pas se retourner, ne vont pas commencer à décapiter, ne vont pas commencer à enlever des femmes comme ils l'ont fait à Sinjar, par exemple, plus de 5000 femmes yézidis qui ont été enlevées. Et donc, qui pourrait garantir ça, en fait? Non, personne. Et donc, de ce fait, la seule garantie, encore une fois, c'est la question de la structuration populaire, c'est la question de l'autodéfense, de la mise en place d'un système d'autodéfense, c'est la question de ne pas déposer les armes, en fait, tout simplement. Dans cette région-là, on ne peut pas déposer les armes face à des djihadistes. On cohabite aujourd'hui, malheureusement, avec un régime djihadiste. Ça a été cautionné, soutenu et mis en place par la communauté internationale. Et donc, on nous a imposé ça, en fait. On nous a imposé, et pas que aux Kurdes, à toutes les populations de Syrie aujourd'hui, on a imposé quand même un régime djihadiste. Et on a dit, il faut que vous acceptiez ce régime djihadiste, en fait. Et tout simplement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que les Kurdes fassent, en fait? Que le sort des Kurdes soit le même que celui des Alaouites, par exemple? Ou bien que le sort des Kurdes soit le même que les Druzes qui sont dans le sud de la Syrie? Donc, la seule différence aujourd'hui, concernant que ce soit pour les Alaouites ou bien les Druzes, c'est que les Kurdes sont militairement parlant structurés, organisés et armés, en fait. C'est la seule différence. Si les Kurdes n'avaient pas été autant structurés militairement parlant, je pense que le sort des Kurdes aurait été 1000 fois plus pire que celui des Alaouites et des Druzes aussi à la fois. Parce qu'il y a le facteur de la Turquie qu'il ne faut pas oublier. Ok, peut-être qu'avec la Turquie, il y a un processus de paix qui est mené, mais ça ne veut pas dire que le processus de paix a abouti à quelque chose. Ça ne veut pas dire que la Turquie a totalement rompu avec sa politique anti-kurde, que ce ne soit pas que en Turquie, mais en Syrie, en Irak, en Iran. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu, mais les Turcs, quand cette phase de guerre en Iran a commencé, ils se sont tous précipités en disant on va créer une zone tampon et si nécessaire, dans les frontières iraniennes en fait, cette zone tampon en question. Pourquoi? Tout simplement, il veut étendre ses frontières au maximum, en fait, tout simplement. Ils veulent reproduire ce qu'ils ont fait en Syrie, ils veulent reproduire ce qu'ils font en Irak, ils veulent reproduire ce qu'ils font en quelque sorte à Chypre, par exemple. Et de fait, la Turquie est un pays expansionniste et veut étendre ses frontières. C'est l'objectif de la Turquie. C'est pas parce qu'on mène un certain processus avec les Turcs que ça va changer cette réalité. Loin de là, en fait. Les Turcs continuent, encore une fois, au fond d'eux. Je parle de l'État évidemment, l'État turc continue de cette manière-là à vraiment réprimer au maximum, essayer de fragiliser au maximum les acquis des Kurdes, les intérêts des Kurdes, et de nuire aux intérêts d'une manière globale des Kurdes, où qu'ils en soient. Pas que là-bas, et ici aussi. Ici, beaucoup de Kurdes, par exemple en France, quand ils retournent en Turquie pour des vacances, ils se font arrêter. Ils se font arrêter en fait. Pourquoi? Parce que une jeune, par exemple, un exemple tout concret, d'accord, à Paris, une jeune d'une vingtaine d'années avait participé au Navrouz. Voilà, une célébration du Navrouz tout simplement. À son retour en Turquie, cette jeune fille de 20 ans, elle se fait arrêter à la frontière. Pourquoi? Parce que elle a participé à un Navrouz organisé par des Kurdes, par le CDKF tout simplement. Et donc, de ce fait, les Turcs considèrent cette participation comme un soutien à une structure terroriste. Le Navrouz, on parle d'un nouvel an. C'est même pas une revendication politique en fait. C'est le Navrouz tout simplement, une fête, une festivité de nouvel an en fait. Une jeune fille, c'est pas bien sûr, une jeune fille de 20 ans. On parle d'une jeune fille de 20 ans qui participe. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la Turquie, l'État turc, poursuit ses opposants jusqu'en France, en fait. Bien sûr. La France Les assassinats en question.
Donc en 2013, on a eu un premier triple Comme assassinat. comme des En rangs. 2022, on a eu le deuxième triple assassinat encore une fois à Paris. Donc il y a toute une politique en fait de répression de la Turquie qui dépasse pleinement les frontières de la Turquie, pleinement les frontières du Moyen-Orient et qui viennent vraiment jusqu'en Europe se mêler de nos démocraties ici et de la souveraineté de la France ici en fait. Est-ce qu'on a Et une ici en impression, France, oui. Est-ce qu'on a une idée du nombre de Kurdes en France? Et souvent, vous faisiez allusion au début, est-ce qu'ils sont plutôt d'origine turque? Ça fait bizarre. Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais en France, on estime environ entre 300 et 350 000 Kurdes. 350. Oui, entre 300 et 350 000 Kurdes, De tout pays confondu. de tous pays confondus. Ils sont essentiellement des Kurdes de Turquie. 90% sont des Kurdes de Turquie. Ce sont des estimations que nous avons fait ensemble avec les différents partis politiques kurdes, avec lesquels nous ne sommes pas totalement en accord non plus. Hein. Je parle politiquement parlant, on a fait partie de ces autres partis kurdes. Mais au final, quand on a pu rassembler toutes ces données en question, on a pu constater qu'il y avait à peu près 90% de ces Kurdes étaient composés par des Kurdes de Turquie. Et de toute façon, majoritairement, les Kurdes qui ont fui en quelque sorte la Turquie, et par la suite, pour des raisons économiques aussi. Il y a eu une certaine catégorie de Kurdes qui sont venus pour des raisons économiques, d'autres pour des raisons politiques. Et donc, ça a été essentiellement des Kurdes de Turquie qui sont venus se réfugier en France. Par exemple, il y a essentiellement des Kurdes iraniens qui sont dans des pays scandinaves, un peu moins, je dirais, en Allemagne, mais essentiellement dans des pays scandinaves. Par exemple, en Allemagne, il y a essentiellement des Kurdes de Syrie. En Grande-Bretagne, par exemple, il y a essentiellement des Kurdes d'Irak. Il y a toute une vague en fait, d'immigration qui s'est constituée au fil du temps par rapport, je ne sais pas comment, mais un proche est parti, l'autre est parti, et l'autre est ainsi. Oui, et les politiques des pays aussi. À un moment Oui, donné. sûrement que les politiques des différents pays aussi. 18h35. Donc, ouais, je vais devoir partir. Voilà. La question, si je... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais allez-y. Oui, allez-y. à Moi, je dis 35. par rapport au modèle démocratique du Rojava. Oui. Est-ce qu'il y a eu un écho par rapport à ça qui est quand même... Oui, il y a eu, je pense, un écho. Et depuis plus de 10 ans, aujourd'hui 12 ans même, aujourd'hui qu'il a été mis en place, il y a eu un écho très important dans de différents milieux, que ce soit essentiellement en Europe, évidemment, mais dans de différents milieux politiques, de tout horizon politique. L'émancipation des femmes, la question du vivre ensemble, le respect de l'ensemble des principes et valeurs, je dirais, universelles. La mise en place, en quelque sorte, de ce modèle là-bas a eu des répercussions très importantes. C'est la raison pour laquelle il y a eu cet écho à l'échelle internationale du Rojava. La lutte des Kurdes n'a pas commencé avec le Rojava, mais avant le Rojava, la lutte des Kurdes n'était pas autant audible, en fait. Et le Rojava, la lutte contre Daesh, a permis aux Kurdes, en fait, de se rendre plus visibles. Parce que c'était la première fois que les Kurdes ont pu montrer, en quelque sorte, en pratique, ce qu'ils avaient envie de faire, quel était leur modèle, en fait. Et c'est ça qui a aussi, je dirais, eu un impact assez important sur l'ensemble des populations européennes, d'une part, mais au-delà des populations, particulièrement la guerre contre Daesh a fait qu'il y a eu quand même un certain retour de ce point de vue-là. Et donc, c'est aussi ce point-là qui, par exemple, à plusieurs reprises, a poussé des différents pays européens, notamment la France, à dire qu'on ne peut pas laisser les Kurdes seuls face à cette situation, on doit garantir les droits des Kurdes et ainsi, et qu'il y a eu des engagements. Il y a eu des engagements quand même. Ok, peut-être que certaines choses ne nous satisfont pas pleinement en raison de ce qu'on a subi là en début de cette année. J'en suis conscient de cette réalité. Mais on ne peut pas nier non plus l'engagement quand même qui a eu lieu de la part de certains États qui ont quand même soutenu les Kurdes dans cette phase-là. Je me demande s'il n'y aurait pas eu cet engagement, quelle aurait été la situation des Kurdes? Quelle aurait été la situation des Kurdes au Rojava?
Donc c'est important quand même de reconnaître certaines choses. C'est important d'être conscient de toutes ces évolutions et de pouvoir évidemment s'adapter aussi par rapport à ça. S'adapter par rapport à ça parce que dans ce monde, et particulièrement au Moyen-Orient, pour pouvoir rester en vie, je pense qu'il faut savoir s'adapter. Voilà. Il faut savoir s'adapter aux conditions. Plus on s'adapte aux conditions, plus on arrive à faire peau neuve, et de cette manière-là, on arrive à continuer en fait. Quand je parle de s'adapter, évidemment, je ne parle pas de renier à ses valeurs, très loin de là, mais je parle de s'adapter aux conditions pour faire émerger ces valeurs encore plus loin. Et je pense qu'il n'y a que ça qui peut, en tout cas, nous faire progresser davantage dans cette région-là. Le Moyen-Orient a une culture différente, a un esprit différent, a une mentalité différente, a une sociologie différente, a une géographie différente. Ce qui est vrai ici n'est pas forcément vrai au Moyen-Orient, ce qui est vrai au Moyen-Orient n'est pas forcément vrai ici en Occident. Donc les choses évoluent, avancent et fonctionnent différemment. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut être optimiste. Il n'y a que l'optimisme, il n'y a que le courage, il n'y a que la volonté de lutter qui peut en tout cas vraiment nous faire progresser. Là où on en soit, où qu'on en soit, je pense qu'il n'y a que ces valeurs universelles qui peuvent nous rassembler et nous faire progresser dans nos différentes luttes en tout cas. Voilà, on va